Alors, qui peut croire encore aux efforts de stabilisation de l'Est avec le concours de force de l'EAC? Parce que vous le savez très bien, il y a une autre force, c'est bien cette armée soudanaise qui a foulé le sol congolais, c'était bien le dimanche. Alors, beaucoup croient, est-ce que nous devons continuer sur ce chemin de l'EAC, ou bien il est temps de revoir la diplomatie de la République démocratique du Congo? Les autres parlent d'une diplomatie agissante, les autres disent c'est une diplomatie qu'on a tellement échoué totalement, l'échec total. On va en parler dans ce débat. Loïc, cette proposition qui réserve le poste du président de la République aux seuls Congolais de père et de mère, ça chauffe un peu dans deux couleurs politiques. Les autres pensent que c'est une loi qui vient pour diviser cette solidarité tant voulue par le Congolais. Et les autres aussi parlent, il faut le faire parce que au niveau déjà du Parlement, il y a eu sa programmation pour examen, alors que le bureau d'études l'avait déjà rejeté. On va en parler sur ce plateau. Bienvenue à tous et bonsoir. Je reçois pour vous Jean-Jacques Mamba, député national élu de la Lukunga. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est un plaisir. Alors, on commence avec le premier sujet. Est-ce que vous croyez aujourd'hui aux efforts de forces armées de l'EAC? Écoutez, je pense qu'il y a une feuille de route qui a été signée par les différents participants, les différentes parties prenantes à ce conflit. Il y a des engagements qui ont été pris, ce sont des engagements diplomatiques, ce sont des engagements bilatéraux, des engagements d'État. Et il me semble que cette feuille de route est suivie. Il a été prévu que le M23, dans un premier temps, se retire des territoires conquis, qu'il soit cantonné à Sabinyo, et c'est ce que nous attendons. Et après, un processus d'identification qui va passer par des réinsertions pour certains, et des négociations naturellement, s'ils obtempèrent à ce que prévoit la fiche, la feuille de route. Les Congolais, notamment nos FARDC, pourront en ce moment-là réoccuper les positions et assurer ainsi la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un sentiment de désolation parce que lorsqu'on apprend que les FARDC ne peuvent pas accéder au territoire, oui, mais c'est ce qui est prévu dans la feuille de route. Donc, il faut d'abord que tous les territoires soient libérés, que le M23 soit cantonné. Cette opération d'abord permet à ce que la population vaque à ses occupations calmement. Et donc après cette phase-là, il y aura la phase de désarmement du M23 et les choses reviendront à la normale. Il faut quand même savoir que ces forces ont arrivé sur invitation du gouvernement. Donc nous devons faire confiance au gouvernement. Donc ce n'est quand même pas parce un que les gouvernement... autres en parlent que c'est une force qui est venue en mission justement en République démocratique du Congo pour récupérer certaines de terres. Pourquoi? Parce que quand le M23 refuse que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent accéder aux endroits déjà libérés et que la force étrangère puisse venir d'abord occuper en attendant qui est... Non, vous savez, chez nous en Lingala, on dit Sonia Moutouakoui Navelo. Remarquez qu'ils avaient des positions, mais qu'ils ont été contraints, suivant une feuille de route, de libérer ces positions. Donc c'est ça le vrai problème. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils développent une rhétorique contraire à cela. Ils ne peuvent pas, voilà, ils sont en train d'essuyer une honte parce qu'ils n'ont pas fourni tous ces efforts-là pour être délogés via une feuille de route. Ils ont combattu, ils ont eu les territoires. Aujourd'hui, ils sont obligés de libérer ces territoires-là. Et je ne pense pas qu'ils le font de gaieté de cœur. Maintenant, si nous devrions nous fier à ce qu'ils disent, pour moi, je considère que c'est du blabla. Moi, je regarde ce qu'il y a sur la feuille de route. Et si ce qu'il y a sur la feuille de route est en train d'être exécuté à la lettre, je ne m'en tiendrai qu'à ça. Après, les uns et les autres peuvent faire des déclarations. Hein. On a entendu le porte-parole dire, voilà, si les FARDC reviennent. Mais nous n'avons qu'un seul pays. Et les FARDC sont nos forces armées. Et ce pays nous appartient. Donc, je pense qu'en épilogue de cette feuille de route, la situation redeviendra à la normale. Et eux, ils seront déjà désarmés en ce moment. Et alors, lorsque les rebelles font semblant de quitter
certaines positions. Par exemple, Massissi Rutshuru, on croit que c'est comme jouer à ces jeux-là. Demain, on fait semblant comme on n'y est pas, mais derrière, on est en train de faire... C'est un travail minutieux qui doit être fait et je crois que les forces armées vont venir en appui. La feuille de route prévoit que tous les récalcitrants seront contraints par la force. Si l'EAC, qui jusque-là n'a pas... ne se manifeste pas pour des combats directs avec le M23, cela ne nous empêche pas de les engager. Donc ils auront déjà libéré des territoires sous contrôle de l'EAC. C'est un contrôle temporaire, je répète, mais pour ceux qui vont continuer à s'obstiner à maintenir, je ne pense pas qu'il a été interdit aux FARDC de défendre leur territoire. Donc ce qui va se passer, et je crois que ça va continuer à se passer. Mais pourquoi il n'arrive pas dans le territoire que le M23 est en train de se rééquilibrer, parce que les autres disent que ce force, surtout les autres ont accusé même que la force ougandaise ne pas venir sur le sol congolais pour des raisons sécuritaires, mais justement pour des raisons économiques, ouvrir cette route Bunagana-Goma, Ichacha-Goma, c'est un peu compliqué cette situation. Mais écoutez, vous savez, les États n'ont pas d'amis longs des intérêts. Après, si cette route-là est réouverte, elle sera réouverte pour les Congolais qui y vivent, pour les trafiquants ou les commerçants, on va dire ça comme ça, excusez-moi du terme trafiquant, pour les commerçants, vous savez que Kisangani et l'Ouganda ont toujours été reliés par route. Il y a toujours un trafic normal entre ces deux villes. Nous ne devrions pas être contre les échanges commerciaux. Maintenant, que l'on nous dise qu'ils sont venus lourdement armés et qu'ils ont d'autres objectifs, c'est la responsabilité du gouvernement. Nous, en tant que Parlement, si nous constatons que l'objet de la mission est dévié, nous prendrons nos responsabilités en adoptant une résolution qui va les mettre en difficulté, dans le sens où on va leur demander de quitter le territoire national. Je pense qu'ils sont venus officiellement. C'est une mission de l'EAC qui est même encouragée par la communauté internationale, dont le Conseil de sécurité. Et tout le monde devra s'en tenir à la feuille de route. Donc, à un moment donné, lorsque nous épiloguerons sur le désarmement du M23 et leur cantonnement, chaque force devra rentrer dans son pays. Alors, on a réclamé, parce que vous voulez le M23 le jeudi 30 mars, marquer la date butoir de retrait de rebelles du M23 dans toutes les entités occupées. Mais la situation reste au moins confuse. On remarque que malgré tout ce qu'on voit comme pour parler Nairobi au niveau de l'Angola avec le chef d'état-major, le chef d'État avec le 9 pays que nous entoure, mais on remarque une chose, malgré tout, plusieurs fois, même le président français l'avait dit, ici dans 2 jours, le M23 devrait se retirer. Si tel n'est pas le cas, le pays qu'on cite devrait endosser ses responsabilités, mais on remarque rien ne change. Est-ce que doit-on dire que la communauté internationale, que c'est un jeu, justement, qu'on joue avec la République démocratique du Congo? Bon, moi je pense qu'il y a une responsabilité qui est la nôtre. Nous ne sommes pas responsables du comportement et des velléités des rebelles du M23. Nous ne sommes pas responsables des velléités sur nos matières premières, c'est-à-dire l'exploitation illicite et anarchique de nos matières premières, ou l'esprit expansionniste de Kagame dans l'est du pays. Nous ne sommes pas responsables de tout cela. Ah oui. Mais nous sommes responsables de la sécurité, de la souveraineté de notre pays. Maintenant, il y a une feuille de route qui est suivie. Il y a des personnes, notamment quelques rebelles ou quelques bandits ou quelques poches insurrectionnels qui continuent à opérer à l'est du pays. Ils ne sont pas les seuls. Nous avons beaucoup de groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC. Il y a Codeco. Voilà. Et donc, nous, notre responsabilité, c'est de mettre terme à tout cela. Et je crois qu'avec le réaménagement du gouvernement et notamment le ministère de la Défense, il y a un gros travail qui doit être fait, parce que notre gros problème, comme vous le savez, c'est la chaîne de commandement. Ah oui. Et donc, nous avons un problème organisationnel, parce que les problèmes logistiques sont en passe d'être réglés. Voyez-vous, en 2022... Mais jusqu'à quand on doit parler de ce problème organisationnel? Non, vous savez, faire une armée... de longtemps. Non, faire une armée, c'est beaucoup plus
difficile que de faire une entreprise. Vous savez, aujourd'hui, organiser une armée, c'est beaucoup plus difficile. Une armée a des bataillons, a des régiments, vous avez des zones de défense, et puis vous avez des militaires eux-mêmes aussi, qui sont au front. Et je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un travail de titan. Parce que nous avons une armée qui est, on va dire, hétéroclite, qui a été recomposée. Ce n'est pas une vraie armée, dans ce sens où il n'y a pas eu un même point de recrutement. Donc, il y a des personnes qui sont arrivées qui n'avaient même pas de formation. Avec le brassage des groupes rebelles, c'est une armée comme cette hétéroclite qui n'est pas homogène et qui a subi beaucoup de pertes en vies humaines de par la désorganisation et la trahison. Comme vous le savez, il y avait à la tête de certains régiments et certains bataillons, certaines zones de défense, des personnes qui livraient des informations à l'ennemi, de sorte qu'à chaque fois que nos forces étaient sur le terrain, elles étaient démobilisées parce qu'elles étaient trahies et on a perdu beaucoup de nos militaires comme cela. Donc il ne faut pas penser que par un coup de bâton magique qu'on peut réorganiser l'armée comme ça. Donc ça demande un travail minutieux et j'ai bon espoir que le ministre de la Défense actuel, le président du MLC, M. Jean-Pierre Bemba, est non seulement outillé, il est conscient de la situation et nous devons faire confiance au gouvernement. On espère qu'il aura les mains libres pour commencer à réorganiser petit à petit cette armée, tout en maintenant les efforts au front. Les efforts sur le terrain, parce que comme je vous le dis, vous l'avez constaté vous-même, qu'il y a encore des personnes ou des groupes du M23 qui restent actifs, qui ne veulent pas obéir, et nous les contraindrons par la force, avec ou sans l'EAC. Ça reste d'abord notre responsabilité. Et est-ce que, justement, on parle du M23, le gouvernement congolais doit-il privilégier aujourd'hui un dialogue avec ce mouvement du M23 ? Ma position personnelle est qu'on ne dialogue pas avec les rebelles. Nous avons 450 groupes ethniques. Nous avons 450 groupes ethniques. Aujourd'hui, si chacun des groupes ethniques devait organiser une rébellion pour revendiquer ce qu'il peut qualifier d'être des droits, je le dis souvent, ce pays n'aurait jamais existé. Donc je ne vois pas pourquoi on doit chaque fois paralyser un pays par un groupe d'individus qui ne représentent même pas 1/10 des groupes ethniques qu'il y a dans ce pays. Parce qu'on parlerait que de nos amis de d'autres pays, un certain nombre de chefs voudraient que la République démocratique du Congo puisse engager un débat avec le mouvement du M23. Ces débats ont été souvent engagés, mais les revendications et les prétentions de ce groupe rebelle sont des prétentions qui ne permettent pas qui ne facilite pas la cohésion nationale. Vous ne pouvez pas venir demander au gouvernement qu'on vous confie toute une zone de défense de manière exclusive à un groupe ethnique. Donc lorsqu'il demande à contrôler la partie nord de la République de Nord-Ouest, donc Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, dans leurs revendications, ils disent qu'ils doivent contrôler cette partie-là. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'imposer le fait qu'il y a une partie du pays qui devrait être autonome et échapper au contrôle total de l'État congolais. Et je ne pense pas que le président Tshisekedi pourrait accepter de telles revendications. Et d'ailleurs, c'est sur base de ces revendications-là que notre armée a été infiltrée. C'est-à-dire que c'était des revendications posées par le CNDP. On a vu les dégâts par la suite. Aujourd'hui, l'Est du pays est la zone la plus sinistrée. C'est vrai que le sang de nos sœurs et frères crie, mais peut-être pas assez que le sang des Ukrainiens. Mais il y a eu des millions de morts par la suite de tous les efforts engagés par les FARDC qui étaient minés par les trahisons. Et ces trahisons, le fait du brassage, on a vu des Congolais, des pseudo-Congolais à la tête des régiments, des bataillons qui ont quitté, qui sont allés au M23, qui sont devenus finalement des Rwandais. On a vu aussi à l'époque de Mouzé Kabila des personnes qu'on nous a présentées comme des Congolais, mais qui après ont tenté de faire un coup d'État et sont allés se réfugier dans leur pays d'origine. Donc ce que je veux dire, c'est que il faut que nous gardions à l'esprit qu'en dehors de l'appui de l'EAC qui vient pour un peu stabiliser la situation, parce qu'il y a quand même des populations déplacées, il y a beaucoup de calamités, des désastres humanitaires dans cette province, nous gardons l'entière responsabilité d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Et cela à n'importe quel prix. Alors vous êtes député national, justement, vous avez, lors du vote de budget de l'exercice 2023, justement, le gouvernement prévoit $1 milliard pour justement faire face à cette problématique de la guerre dans la partie Est. Est-ce aujourd'hui, parce que beaucoup en parleraient, que souvent on assiste toujours à des tels genres de chiffres, mais
qui n'arrive pas à être réalisable? Je me suis rapproché de la Banque centrale déjà l'année passée. Là, je ne vous parle pas de budget, je vous parle des dépenses réellement effectuées. Elles sont chiffrées dans l'armée. Elles sont chiffrées à 404 millions de dollars. En 2022, nous avons dépensé 404 millions de dollars pour nos forces armées contre 125 millions en 2016. Ça veut dire que nous avons déjà triplé le budget de l'armée. Et la prétention de l'année 2023, quoique c'est une année électorale, je vous parle en tant que membre de l'ECOFIN, c'est effectivement de doter à notre armée des moyens logistiques, mais aussi d'améliorer le traitement de nos militaires au front. Et donc c'est vrai qu'on devrait bondir, ça c'est notre prétention. Les moyens devront être mobilisés pour que nous frôlions avec les 1 milliard de dollars. Est-ce que, en tant que député, vous avez l'alignement sur ça? Vous contrôlez, effectivement, pour que ça soit exécuté? Mais en tant que député, oui, en tant que membre de l'ECOFIN, nous avons un suivi et nous avons une commission d'évaluation et suivi dont nous suivons les recettes de la République et leur affectation. Et nous allons bien voir lors de la reddition des comptes comment aura évolué ce que nous avions prévu en l'année 2021, comment ça a été exécuté en l'année 2022. Mais nous allons aussi, pour l'année 2023, vérifier avec le gouvernement ce qui a réellement été décaissé au profit de nos forces armées. Parce que vous savez, c'est quand même une épine dans le pied que de se réveiller chaque matin, entendre qu'il y a des viols, des tueries à l'est du pays. Et nous sommes dans le même pays, donc nous vivons cela peut-être de loin. Mais c'est une situation pénible et notamment par le fait que la violence avec laquelle on massacre nos frères est une violence qui crée de la terreur et on n'arrive pas à déterminer les mobiles réels d'une telle violence. On pouvait se limiter à la limite, pour dire ça comme ça. On aurait des morts par balle, on trouverait ça normal, mais on sent quand même cette volonté-là de créer la terreur et il y a des atrocités. Et voilà, donc la question sécuritaire est ici au premier plan. Et nous, à l'ECOFIN, nous, en tant que représentation nationale, nous trouvons aucun inconvénient que le budget de l'armée soit doublé, triplé, au bénéfice de nos sœurs et frères qui sont insécurisés en ce moment. Alors, avant de terminer avec cette question de sécurité dans la partie est de la RDC, justement, on a accusé le Rwanda avec Paul Kagame d'être derrière le M23, mais ce que nous avons remarqué, la communauté internationale, d'autres en ont parlé aussi, mais rien ne change. On voit que ça reste toujours la même chose. Rwanda n'est pas inquiété. La partie Est est toujours attaquée. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que la voie diplomatique a-t-elle échoué? Non, vous savez, il y a des situations de rente. Aujourd'hui, pour obtenir le coltan au prix le moins cher, le coton qui est utilisé la castérie qui est utilisée dans la fabrication des appareils électroniques, notamment des téléphones et des smartphones, pour avoir les meilleurs prix, il faut le coltan du Congo. Ah oui. Il est exploité de manière anarchique. Par le Rwanda, il sort de manière anarchique et il est vendu à un prix qui est intéressant. Et derrière ces multinationales qui sont multimilliardaires, il y a aussi des leviers politiques. Donc aujourd'hui, nous sommes quand même dans une phase du monde, une évolution technologique qui hisse des compagnies comme Apple, comme Samsung, des compagnies, parmi les compagnies les plus riches au monde. Et apparemment, même Apple est la compagnie la plus riche des États-Unis. Je parle du secteur privé. Oui. Donc, cette situation est d'autant complexe que, vous savez, dans le business, il n'y a pas d'état d'âme. Et je crois que le chef de l'État, lorsqu'il s'est lancé au début de son mandat, dans une opération de charme pour essayer de privilégier le bon voisinage, des bonnes relations bilatérales avec M. Kagame et tous les autres voisins, c'était dans le sens de voir dans quelle mesure on pouvait avoir des partenariats win-win, c'est-à-dire que nous puissions exploiter légalement dans les normes notre coltan et le vendre dans les normes, et pourquoi pas avoir aussi des investisseurs qui accepteraient d'investir dans la transformation pour la création de la valeur ajoutée. Malheureusement, Kagame n'entendait pas ça de cette oreille parce qu'il a construit tout son modèle économique sur l'exploitation illicite et le désordre qu'il y a dans l'est du pays. Donc ça n'a pas fonctionné. Alors quand on parle de la communauté, mais il n'est pas inquiété parce que je vous dis qu'il y a des lobbying internationaux. Vous savez qu'aujourd'hui le Rwanda est devenu premier exportateur de coltan au monde. Il exporte de l'or qu'il n'a pas sur son sous-sol, et ainsi de suite. Et donc il y a beaucoup de multinationales. La politique aux États-Unis, la politique en France, ce sont les grands groupes. Voyez-vous par exemple les médias France 24, BFM et tout ça appartiennent à des personnes. Ah oui. Des fois c'est à la même personne. Et
lorsqu'elles décident d'orienter l'information dans un sens, elles vont le faire dans ce sens-là. Donc c'est pour vous dire que quelque part, la cloison est étanche entre le monde économique et le monde politique, même en Occident. Donc si aujourd'hui, le Rwanda représente une plateforme économique intéressante qui permet aux compagnies européennes et américaines de se développer, il ne faut pas attendre que les politiques condamnent le Rwanda. Voyez-vous, même la FIFA dernièrement a encore fait quelque chose au Rwanda. Le PSG en France arbore même en Angleterre. Pourquoi? Mais c'est pas parce que le Rwanda est le plus beau pays du monde, c'est parce que le Rwanda contribue amplement au développement des entreprises européennes et américaines. Mais qu'est-ce qu'il représente? Parce qu'on voit la guerre entre la Russie et l'Ukraine, cette communauté internationale s'intègre rapidement avec le moyen financier, avec tous les moyens au moins mis à la disposition de l'Ukraine pour au moins faire face à la Russie. En République démocratique du Congo, c'est comme ce genre qu'on tue. Non, il faut pas comparer rien. Non, il faut pas comparer les. Même profite avec nos minéraux. Il ne faut pas comparer les situations. La Russie, c'est un verrou. Il y a un enjeu économique mondial. C'est celui de la suprématie des Américains via l'OTAN. Mais on tue les gens. Oui, mais ce que je vous explique, c'est qu'il y a un contrôle, c'est une guerre de leadership entre les États-Unis et la Russie. L'OTAN, par derrière les États-Unis, ont installé des bases un peu partout. Et Poutine avait déjà alerté qu'il se sentait en insécurité du fait qu'on installait des bases autour de la Russie. Et ce sont des bases militaires avec des missiles à portée longue et ainsi de suite. Et donc il avait demandé à ce que l'OTAN puisse freiner et surtout pas que l'Ukraine accepte d'accueillir ces bases. Enfin, que l'Ukraine adhère à l'OTAN et qu'elle devienne aussi, elle aussi, un bouclier anti-russe. Donc ça, c'est un autre conflit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'ordre mondial qui se renverse. C'est une guerre contre le pétrodollar. Donc vous remarquerez que la Russie est une réserve de pas seulement des matières premières, mais des ressources hydrauliques, des ressources pétrolières, des ressources énergétiques énormes. Il y a des gros marchés mondiaux, comme aujourd'hui l'Inde, qui ont frôlé les 1 milliard, qui sont des grands consommateurs d'énergie. Vous avez la Chine, qui sont des grands consommateurs d'énergie. Et ce sont ces blocs-là qui veulent apporter, si vous voulez, une nouvelle dimension, un nouvel ordre des choses, parce que vous savez que l'économie mondiale est dollarisée, et la guerre qu'il y a là, c'est la guerre de leadership entre les États-Unis et ce bloc-là des pays. Donc il ne faut pas comparer à notre situation qui n'intéresse personne. Notre situation, les ficelles sont tirées par des multinationales qui tirent des dividendes de l'exploitation illicite de matières premières, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Russie, qui est la première puissance nucléaire. Et donc ça, c'est un très très gros conflit qui engage quand même beaucoup plus d'attention. Alors, on passe notre juste une petite parenthèse, c'est bien, 58 membres du gouvernement, on a vu de grosses figures se pointer dans le gouvernement, entre autres Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Antipas Boussaïa-Moussi. Comment vous avez fait à l'analyse de ce gouvernement? C'est un gouvernement comme les autres diraient, juste pour préparer l'élection 2023 avec le gouvernement, avec le pouvoir de ou c'est un gouvernement de combat pour justement arriver à répondre à des questions essentielles de la population? Je me réserve de toute analyse parce que j'ai l'habitude de fonctionner sur base des résultats. Il faut laisser le temps à ce gouvernement et par rapport aux problématiques qui sont posées, aux défis actuels. Après 100 jours, on pourra reposer la question. Donc, pour l'instant, ce serait prémonitoire de faire quelconque analyse. Mais les profils, au moins, ça vous dit. Non, il y a des profils. Il n'y a pas eu beaucoup. Il y a 3 personnalités. Donc, je vous ai déjà parlé du président Jean-Pierre Bemba, qui a un profil adéquat pour le défi militaire et de sécurité nationale, parce qu'il en a l'expérience. Il y a le docteur Vital Kamerhe, qui est un économiste et qui est mis là où il devait être normalement. Et comme c'est la première fois qu'il soit ministre et de l'économie, nous verrons très bien ce qu'il a à faire ou ce qu'il fera par rapport à la situation socio-économique qui est intenable. Voyez-vous, les prix sur le marché, le taux de change, il devra réguler avec la Banque centrale, avec le ministre des Finances. Et donc voilà, M. Antipas Niamouissi, qui est quand même un ancien
qui doit être outillé parce qu'il connaît bien tous les groupes d'autodéfense. Il a beaucoup d'expérience et il a une certaine notoriété en tant que notable de l'Est du pays, pourrait aussi éventuellement apporter sa pierre à l'édifice. Mais comme je le dis ici, je vais m'interdire de faire quelconque analyse pour la bonne et simple raison que j'ai besoin de voir ce qui va se produire sur le terrain. Et dans 100 jours, peut-être qu'on pourra, vous et moi, discuter des avancées ou non et justifier finalement l'utilité de ce remaniement. Alors 3 ou 4 points qui attendent ce gouvernement actuel, le plus nécessaire. Mais vous avez d'abord les élections aussi. Vous avez les défis sécuritaires, donc le respect de la feuille de route et le désarmement du M23, la responsabilité du ministère de la Défense en travers le suivi qu'il va opérer, la réorganisation de l'armée, il faut que nous ayons une armée qui soit dissuasive. Tout cela, c'est le ministère de la Défense. Ensuite, il concerne l'économie, le redressement, la maîtrise de l'inflation, parce que le dollar fait un bond qu'on n'arrive plus à maîtriser, c'est devenu très difficile et l'impact sur les denrées de première nécessité est visible et en même temps handicapant, parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'arrivent plus à se nourrir. Ah oui. La situation est devenue intenable. Et puis il y a d'autres défis, il y a les défis énergétiques, l'électricité, l'eau, il y a beaucoup de choses, mais bon, vous savez, dans un contexte de guerre, il est vraiment très difficile parce que la guerre nécessite beaucoup de moyens, des moyens immédiats et des moyens imprévus. C'est toujours en fonction des situations qu'il est vraiment difficile d'être rigoureux sur les autres, dans les autres secteurs. Dès lors que voilà, vous avez quand même un secteur qui vous demande de la liquidité, du cash et qui sollicite vraiment le trésor public au point de mettre en mal les politiques publiques dans les autres secteurs que peuvent être la santé, l'éducation et ainsi de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'armée a besoin de 10 millions pour que la ville de Goma ne tombe pas, mais s'il y avait un programme urgent de santé, il sera sacrifié au profit de la sécurité à l'est du pays. Donc les 10 millions partiront à l'est. Et donc dans un contexte de guerre, il ne nous est pas très aisé d'avoir des indicateurs de performance en ce qui concerne les politiques publiques des autres secteurs, parce que la guerre cristallise, si vous voulez, autour de la guerre gravitent beaucoup d'exigences, notamment des exigences financières, qui peuvent amener certaines autres politiques publiques à être en souffrance. Alors vous êtes aussi politique, on ne peut pas en manquer à en parler, même si vous ne voulez pas placer un mot. La venue de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, est-ce que, à part être un nouveau gouvernement, est-ce que c'est aussi une préparation électorale pour Félix Tshisekedi? Bon, je ne suis pas dans la stratégie électorale du président de la République. Parce que Bemba, qui occupe déjà la partie l'ouest vers l'Équateur ou autre, Kamerhe, c'est dans la partie est, et avec la séparation de Katumbi et les autres, est-ce que Tshisekedi ne s'est pas vu, c'était l'heure de remettre au moins certaines... Je crois que tous les états-majors des candidats président de la République se préparent pour les élections, donc on ne devrait pas s'étonner que le président Tshisekedi s'organise aussi. C'est quelque chose de légitime. Il a le droit de briguer un deuxième mandat, donc il peut s'organiser quant à ce. Mais je ne sais pas vous confirmer ici que cette stratégie de remaniement concourt à la réalisation de cet objectif-là. Donc ça, c'est sa stratégie. Je n'ai pas le privilège qu'il la partage avec moi, mais je peux aussi vous dire que tous les autres candidats s'organisent, et donc lui est en train de s'organiser, et nous allons voir exactement quand ce sera officiel. Quand ce sera officiel, on entame aux députés nationaux la proposition de loi Tchani qui réserve le poste de président de la République au seul Congolais de père et de mère. On annonce déjà sa programmation pour l'examen, alors que le bureau d'études l'avait déjà rejeté avec les arguments qu'on dirait solides. Député national, vous êtes pour ou contre cette loi? Je trouve cette loi, elle n'est pas nécessaire, donc je suis contre. Je ne la trouve pas nécessaire, je ne la trouve pas opportune. Comment ça? Parce que les autres disent, ce l'étant aujourd'hui, de protéger nos territoires contre tenue des infiltrés au pays. C'est une crainte qui peut être fondée, mais nous n'avons pas, si vous voulez, nous n'avons aucune certitude qu'un Congolais de père et de mère n'est pas capable de trahir son pays. Ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas, comment je veux dire, ce n'est pas dans l'ADN
ce n'est pas inscrit dans l'ADN des Congolais que lorsque vous êtes de père et de mère, vous êtes dans l'incapacité de trahir votre pays. Pour preuve, nous avons eu beaucoup de destruction, de détournement et de trahison de par le fait des Congolais de père et de mère. Et je peux vous citer, les exemples sont légion. Il faut, je crois, construire des lois autour de la citoyenneté. Aujourd'hui, certains gens nous apprennent que le père de Jules Alinguete serait sénégalais. Mais ça n'empêche pas de faire un travail de qualité. Aujourd'hui, les ressources financières de ce pays sont mobilisées à un point comme jamais auparavant. Supposons que son père est sénégalais. Qu'est-ce que ça change à son efficacité? Par contre, vous allez voir un Congolais de père et de mère qui détourne la paye des enseignants. On en a vu qui sont allés en prison. Des Congolais de père et de mère qui vendent leur tenue militaire, qui vendent leurs armes à l'ennemi. C'est-à-dire qu'il est là, il a peut-être faim, il ne voit pas quoi faire, il prend ses bottines, il les vend, il donne sa tenue, il donne son arme, tout en sachant bien qu'il vend à des personnes qui vont tuer ses propres frères, mais ils le font. Donc, est-ce que être Congolais de père et de mère est la garantie unique ou la garantie exclusive qui nous permettrait de penser que ça vous rendrait dans l'impossibilité de trahir votre pays? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de renforcer le pouvoir en République démocratique du Congo? Le pouvoir n'est pas renforcé par la nationalité, le pouvoir est renforcé par la citoyenneté, par le respect des lois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vérifier, on ne peut pas être rétrograde. Il y a des gens qui donnent, j'ai vu Noël Chani donner l'exemple de la Tunisie, mais vous avez vu les propos du président tunisien vis-à-vis des Africains qui vivent là-bas. Ce sont des propos totalement rétrogrades qui ont suscité un émoi au niveau international. Lorsqu'il parlait des immigrés qui venaient, qui risquent de se mélanger à la race tunisienne. Regardez les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, ils ne veulent même pas se considérer comme des Africains alors qu'ils sont en Afrique. Ah oui. Ils préfèrent être considérés comme des Arabes. Tout ça, c'est rétrograde parce qu'aujourd'hui, vous prenez Kamala Harris, elle n'est pas de père et de mère américaine. Vous prenez l'un des meilleurs présidents des États-Unis qui avait un père kényan. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y avait un conflit entre le Kenya et les États-Unis, vous pensiez que Obama serait en mesure de prendre des décisions à la faveur du Kenya? Et même s'il en avait envie, les lois n'allaient pas le permettre de le faire. Donc le tout, c'est autour de comment est-ce que nous hissons les lois au-dessus de tout le monde et comment est-ce que nous cristallisons le principe de la citoyenneté. Donc un citoyen respecte les lois du pays. Après le reste, les origines de père ou de mère. Et puis, allez, prenons le cas des personnes qui sont arrivées en 60, 70, des Libanais ou des Indiens qui se marient et puis finalement qui adoptent avec des femmes congolaises. Même pas, qui se marient entre eux. Entre eux. Mais qui acquièrent la nationalité congolaise. Ils deviennent congolais, le papa et la maman, alors qu'ils sont libanais, ils deviennent des Congolais. Après, ils font des enfants. Mais ces Congolais-là sont des Congolais de père et de mère. Parce que leurs parents sont congolais. Ils soulignent très bien, on dit que... Mais ils restent libanais d'origine. Et ils resteront indiens. Est-ce que ces Indiens-là seront plus congolais que ceux qui sont nés d'une mère zambienne? Non. Mais ici, il souligne très bien, on dit juste, on sait le Congolais de père et de mère, c'est bien ce poste du président de la République. Il faut laisser la possibilité. C'est un argument de campagne. Ils peuvent le faire. C'est un argument de campagne. D'abord, il est contradictoire. Comment ça? Parce qu'en même temps, il plaide pour la double nationalité. Il est dans sa même loi, autant il veut réserver certains postes des hautes fonctions de souveraineté à des Congolais de père et de mère, parce qu'il sacralise, non, il a parlé d'autres postes, parce qu'il sacralise la fonction président de la République, autant il est en train de dire que des Congolais qui renoncent volontairement à leur nationalité pour épouser d'autres nationalités devaient garder les deux. Donc, vous auriez un président congolais de père et de mère, voilà, et vous auriez un Premier ministre qui était rwandais et qui a la nationalité congolaise aussi, et qui peut devenir Premier ministre en ayant la nationalité rwandaise et congolaise. Donc c'est tout à fait contradictoire. Moi, je suis jaloux de notre nationalité. Ça veut dire que, et puis il a même dit, j'ai suivi dans l'émission dernièrement à Top Congo, il dit oui, voilà, vous savez, ceux qui sont allés à l'étranger, ils ont pris la nationalité parce que c'était un moyen de vivre, de s'intégrer. Mais c'est faux. Moi, je suis résident à l'étranger, je n'ai pas pris la nationalité. Les résidents ont le droit de travailler. Les résidents ont droit à l'aide sociale aussi. Ah oui. Le choix de la nationalité, c'est un choix conscient qui est fait à l'âge adulte. À moins que vous soyez en France, où il y a le droit de sol, dont vous naissez français. Mais pour tout ce qui est naturalisation, c'est une démarche. Et ce n'est pas une démarche facile. Ça veut dire que vous pouvez faire jusqu'à 5 ans
après avoir introduit votre demande, sans qu'on vous accorde cette nationalité. Donc, lorsque vous faites ce choix-là, vous acceptez de renoncer à votre nationalité congolaise. Alors, si vous voulez revenir dans votre pays, occuper des fonctions, faites la démarche inverse. C'est-à-dire, faites une démarche pour recouvrer votre nationalité, quitte à nous, les législateurs, de voir dans quelle mesure on peut alléger cette démarche-là. Mais tous les sacrifices que vous avez endurés pour obtenir une nouvelle nationalité, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans. En Belgique, on vous demande d'apprendre le flamand. Ailleurs, on vous demande de vous intégrer. Vous acceptez d'endurer tout ça, tout en sachant que vous allez perdre votre nationalité et vous voulez garder les deux. Non. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, ce qui est légitime, mais en revenant dans votre pays et qu'une fonction exige que vous ayez la nationalité congolaise, faites au moins l'effort de la recouvrer. Alors, lui, il parle du principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, et moi, je refute ce principe-là parce que je suis jaloux de notre nationalité. Alors, par contre, vous êtes jaloux de la nationalité congolaise? Oui, j'aimerais que nous soyons traités. Est-ce qu'il faut engager en débat? Je fais mon commentaire là-dessus. Je pense que notre nationalité est la même que la nationalité française, que la même que la nationalité belge. Et quand je vois le parcours des combattants que nos compatriotes acceptent de suivre pendant 5 ans, et d'ailleurs ils font même des fêtes lorsqu'ils ont cette nationalité. Pourquoi la plus petite démarche de recouvrement de nationalité congolaise devrait les mettre mal à l'aise? Parce que c'est un choix responsable et personnel qu'ils ont fait. Maintenant, lorsqu'ils ne se sont pas retrouvés en France, ils ne se sont pas retrouvés en Belgique, et qu'ils veulent venir travailler dans leur pays, et qu'on leur dit que pour tel poste, il faut être congolais, qu'est-ce qui leur coûterait, si cette procédure est simplifiée, de faire un acte de recouvrement de nationalité? Dans tous les cas, en Belgique, lorsque vous êtes déjà devenu belge, vous ne pouvez pas renoncer à cette nationalité. Mais la symbolique aimerait quand même qu'en revenant, vous fassiez cet acte-là, pour montrer que vous respectez aussi votre nationalité, vous respectez aussi les lois de votre pays. Donc moi, je suis contre ce principe-là d'irrévocabilité. Vous êtes contre... Totalement opposé. Déjà, une programmation pour examiner. Alors, le bureau l'a fait pour examiner au moins cette loi. Là, vous parlez de la loi Tchani. Oui. Ou la loi Ntsingui, on ne sait pas de qui est la loi finalement. Je ne sais pas si mon collègue proposition de loi Tchani portée par le débat. Nous sommes dans une démocratie. La démocratie fera son travail. Donc ceux qui sont majoritaires, que la majorité puisse adopter. Nous allons nous plier. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Seulement, je vais développer mon argumentation et je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'une personne est congolaise de père et de mère que c'est un gage de sécurité, c'est un gage de non-trahison. C'est totalement erroné, c'est un faux débat, c'est un faux chemin. Parce que regardez comment se comportent les Congolais de père et de mère dans tous les secteurs de la vie. Et même à l'étranger, nous sommes réputés comme étant des moins sérieux et des escrocs. C'est de père et de mère. Les Congolais en général, c'est la réputation que nous avons. Donc ce n'est pas le fait d'avoir 2 parents congolais qui nous façonnent. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être Congolais de père et de mère, être président de la République et trahir votre pays tous les jours. En violant, parce que la trahison, ce n'est pas simplement dans les cas de conflit. Vous savez, les gens, on est en train d'ergoter autour de la loi Tchani comme si l'unique trahison, c'est dans un contexte de guerre. La trahison, ce n'est pas que dans un contexte de guerre entre 2 pays. La trahison, c'est dans l'exercice quotidien du pouvoir, la violation de loi, le népotisme, les arrestations arbitraires. Vous trahissez la République, vous trahissez la Constitution sur laquelle vous avez prêté serment. Quand on vous dit Jean-Jacques Mamba, quand il vous dit qu'au poste des commandes, mettons au moins ceux de père et de mère, mais... Pour changer quoi? Et s'ils sont moins efficaces? Et s'ils sont moins efficaces? Et s'ils sont moins efficaces que ceux dont la mère est zambienne, ceux dont la mère est polonaise? Parce qu'on parle d'efficacité. L'efficacité pour le bonheur de tous les Congolais. L'efficacité dans la construction des politiques publiques qui vont essayer le pays vers le haut. Donc, est-ce que nous allions sacrifier l'efficacité au profit de la nostalgie de père et de mère? Ça n'a pas de sens. Nous devons avoir des présidents efficaces. Nous devons avoir des présidents qui ont un savoir-faire. Nous devons regarder un peu Gbagbo. Non, pas Gbagbo, je voulais parler de Ouattara. Nous avons connu la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, nous avons connu la Côte d'Ivoire de Bédier, nous avons connu la Côte d'Ivoire de... comment on l'appelle ici? Celui de Gbagbo. De Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui.
allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des métros, vous allez trouver des trams, vous allez trouver des chaînes internationales comme Château d'Ax, vous allez trouver Carrefour. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sur le plan socio-économique, se porte bien. Elle s'est fortement développée sous le leadership d'une personne qui était qualifiée de ne pas être ivoirienne, parce qu'elle aurait un père ou une mère, je ne sais pas, je ne connais pas très bien l'histoire, qui serait plutôt du Bénin. Donc, nous avions des pères et de mères, Gbagbo, nous avons des pères et de mères Bédié, qui n'ont pas pu développer la Côte d'Ivoire comme elle l'est aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est un problème d'efficacité? Qu'est-ce que nous poursuivons? Nous poursuivons des citoyens qui respectent les lois, mais des citoyens, l'objectif c'est d'avoir un citoyen qui respecte les lois du pays, mais qui est efficace. La trahison n'est pas que dans un contexte de guerre. La trahison, c'est dans un contexte d'exercice quotidien du pouvoir. Si vous exercez mal le pouvoir, si vous volez l'État, si vous tuez, arrestation arbitraire, tout ce qu'il y a de mauvais, mais vous trahissez au même titre que la personne qui aura un penchant pour un autre pays avec lequel vous êtes en conflit. C'est la même chose. Alors on parle que cette loi, est-ce que vous trouvez que la loi Tchéni est constitutionnelle? Non, déjà, elle viole la Constitution, donc c'est un gros problème si elle a été rejetée par le bureau d'études, parce que l'article 10 de la Constitution est clair lorsqu'il parle des Congolais d'origine, ceux qui étaient établis dans l'une des qui étaient établis depuis 1960 sur un tribu qui était répertorié à cette époque-là. Donc, il faut changer la Constitution. Mais bon, c'est un débat qui nous perd le temps, autant le débat sur l'article 70 dans les années 2015. On a beaucoup de temps à perdre généralement sur des futilités, excusez-moi l'expression, alors que nous avons des vrais débats aujourd'hui, des vrais débats qui sont socio-économiques, qui sont sécuritaires. Rajouter au problème que nous avons ce débat-là, c'est nous diviser davantage. L'un de vos collègues parle qu'on devrait même aller au référendum justement pour arriver nous devons, ce qu'il faut faire maintenant, la Constitution. Ce que nous devons faire maintenant, c'est régler les problèmes de sécurité. Première des choses. Pas des nationalités. Ce qui devait, pas des voilà, ce que nous devons maintenant, c'est que sécuriser l'ensemble des Congolais, l'ensemble du territoire national et le protéger. Mais les autres ont remarqué ce que nous devons faire maintenant, c'est continuer avec le projet. Aujourd'hui que cette insécurité persiste toujours en République démocratique du Congo, c'est compte tenu aussi des étrangers qu'on nous a amenés par, commençons par Laurent Désiré Kabila, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est pour cela, il faut au moins arriver à faire l'essentiel. Oui, l'essentiel, ce n'est pas exiger que le président soit le père et de mère congolais. Ce n'est pas cela l'essentiel. Après, comme je vous dis, il y a un verrou. Ce sont les élections. Si dans une campagne, les Congolais sentent qu'ils ne peuvent pas voter un candidat qui est douteux du point de vue de sa nationalité, ils ne vont pas le faire. Donc les Congolais ont le libre choix de choisir le président qu'ils veulent. S'ils veulent un Congolais de père et de mère, ils choisiront un Congolais de père et de mère. Et ce candidat, pendant la campagne, dira aux électeurs, moi je suis Congolais de père et de mère, celui-là c'est un étranger. Les Congolais feront leur choix. Mais pré-exclure de par la loi certains candidats ne va pas. Nous avons besoin de cohésion nationale, nous avons besoin d'unité. Et je ne pense pas qu'en ce moment, ce débat puisse nous rassembler de quelconque manière. Qu'est-ce qui vous motive un peu de parler comme ça? Vous êtes de l'Union sacrée, parce que plusieurs de l'Union sacrée. Mais je m'appuie sur ce que le président. J'ai suivi le président de la République. Partir avec la loi Tchéni. J'ai suivi le président de la République, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, répondant au micro de la voix aux États-Unis. Il a répété mot pour mot ce que je viens de vous dire. C'est aussi une façon d'apaiser. Il a répondu, il a dit mot pour mot ce que je viens de vous dire. Est-ce que je pêche quand je répète ce que le président de la République a dit? Non. Je suis ce que l'autorité morale a dit. L'autorité morale a dit que le fait d'être Congolais de père et de mère n'est pas une garantie. Mais je vous le répète. Est-ce que le fait d'être dans l'Union sacrée devrait nous conduire à ne plus avoir de débat? Vous savez, aujourd'hui, la démocratie, c'est aussi cela, c'est être dans la même famille politique et émettre des voix discordantes et puis passer au vote. Donc, lorsque nous faisons venir nos ministres pendant... Moi, je viens de faire... J'ai demandé à ce que le ministre Kazadi arrive, j'ai écrit pour que le ministre des ITPR arrive, ils sont tous de l'Union sacrée. Est-ce qu'on devrait ne pas exercer le contrôle parlementaire, ne pas exercer le débat parlementaire au motif que nous sommes dans la même famille politique? Ça, c'est une manière assez rétrograde de voir la démocratie. Justement, on attend. Et puis, à titre personnel, moi, je suis Congolais de père, de mère.
de grand-père, d'arrière-grand-père, jusqu'à la 10e génération. Donc je ne défends. Là, vous donnez cette c'est pour vous dire, c'est pour vous dire, oui. pour vous dire que je ne la défends pas à titre personnel. Je n'ai pas un intérêt personnel à défendre cela. C'est une question de bon sens. Et ce n'est pas l'heure d'engager ces genres de voilà, nous sommes dans un pays accidentel. Il faut le savoir, le Congo est un pays accidentel. Est-ce que vous croyez à la déstabilisation du pays si que cette loi est votée? Je ne suis pas alarmiste. Je ne vais pas alarmer. Je dis simplement... Non, je ne veux pas être alarmiste. Ce que je dis et ce que je pense, c'est que pour l'instant, je suis davantage préoccupé par la situation à l'est du pays, la situation socio-économique et le processus électoral. S'il y a des députés qui veulent hisser cette question-là en priorité, ces députés, comme l'a fait mon collègue Singhi, vont amener cette question au Parlement. Je donnerai mes arguments. Si la démocratie, on l'emporte à la faveur de l'adoption de cette loi, tant mieux. Si elle l'emporte à la faveur du rejet de cette loi, tant mieux. Mais nous allons nous plier à l'exercice. Il ne faut pas, de manière prémonitoire, penser qu'il y aura des troubles, une déstabilisation du pays. Non, je ne pense pas. Alors, vous ne pensez pas, nous sommes en train de chuter cette proposition de loi Tchani qui réserve le poste de président de la République au ciel congolais de père et de mère. Beaucoup, ceux de l'opposition, ceux qui se voient peut-être être dans cette case, dans cette case de peut-être congolais de père, pas côté maman ou côté papa, disent justement que c'est une façon de faire qu'aujourd'hui le gouvernement actuel ou bien le pouvoir actuel voulait faire quitter les autres dans le train de sélection. Je vous donne un exemple. On vous envoie ambassadeur en Zambie. Vous êtes jeune, vous finissez l'université et tout ça, on vous demande d'aller représenter le pays en Zambie ou en Angola. Vous arrivez en Zambie, en Angola, vous avez une carrière de 5 ans, on va dire ça comme ça, le temps du mandat du chef de l'État, vous rencontrez une femme qui vous plaît et vous vous interdisez de l'épouser. Parce que dans votre pays, c'est un tabou. Ouais. Imaginons que vous épousez cette femme et que vous faites des enfants. Et que parmi vos enfants, il y a un enfant qui est très brillant. Et le jour que cet enfant veut se présenter comme candidat président de la République, vous qui avez servi l'État, on explique à cet enfant que votre père avait commis l'erreur d'épouser une Zambienne. Malgré que vous êtes Congolais, mais ça serait bien passé si votre père était revenu au Congo pour épouser une Congolaise. Malgré vos compétences et tout ça, malgré que nous pensons que vous seriez un très bon candidat président de la République, mais vous payez l'erreur de votre papa ou vous payez l'erreur de votre maman. Ça n'a pas de sens. Alors qu'en Europe, les gens se mettent ensemble. Alors qu'en Europe, ils ont enlevé toutes les barrières. Alors que l'Union européenne fonctionne comme un seul corps, s'entraidant via des relations bilatérales pour soutenir les plus faibles. Vous êtes en Afrique en train de regarder celui-là, il a un front qui est long, il est Tutsi, l'autre il est Hutu, lui, sa mère, elle est angolaise. Vous êtes dans des considérations alors que ce pays est paradoxalement le pays le plus pauvre au monde, je veux dire l'Afrique, le continent le plus pauvre au monde, et paradoxalement celui qui a le plus de potentiel. C'est-à-dire que nous avons une population qui est jeune et nous avons des ressources abondantes. Est-ce que ce genre de débat-là ne nous recule pas ? Nous devons travailler pour que tous les Africains, là où ils sont, vivent correctement comme les gens vivent en Europe, que tout le monde s'assure qu'il peut espérer avoir un travail décent, une éducation adéquate pour ses enfants. C'est cela les vrais défis. Ce que vous dites là, ce sont des positions politiques. Regardez dans ce pays ce qui se passe. Je vais terminer par là. En 2015, les gens ont marché. Il y a eu des fausses communes. Pourquoi les gens marchaient ? Pour le respect de la Constitution. Est-ce que le respect de la Constitution donnait du pain aux gens ? Est-ce que le respect de la Constitution donnait du foufou à manger aux gens ? Non. Cette rhétorique ne facilitait simplement la tâche qu'à ceux qui voulaient accéder au pouvoir d'accéder. On instrumentalise les jeunes pour un débat qui ne les concerne pas directement dans leur vécu quotidien. Et les gens vont mourir. Et après, les gens s'entendent, il y a dialogue, on se partage le pouvoir et on oublie. Et ce pays n'avance pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter la Constitution, je suis en train de dire simplement qu'il y a de ces débats qui ne concernent exclusivement que les politiciens. Des débats qui ne servent exclusivement que les intérêts de ceux qui tirent les fils. Mais je ne vois pas aujourd'hui ce que ce débat va apporter dans l'assiette des Congolais.
Je ne vois pas ce que ce débat va apporter à ceux qui dorment à la belle étoile à l'Est dans les camps. Donc prenons le temps de débattre sur des choses qui sont essentielles. Ne condamnons pas ceux qui ont épousé des femmes étrangères, qui ont fait des enfants avec, ou des femmes qui ont épousé des hommes étrangers, parce qu'ils resteront congolais et peut-être même africains. Le plus important, c'est de protéger la citoyenneté, de s'organiser pour que les lois restent toujours au-dessus de tout le monde et qu'elles soient strictement respectées. Et lorsque les lois et les cadres organiques et structurels sont bien réfléchis, même si vous mettez un Chinois à la tête du Congo, il ne pourra pas trahir le Congo au profit de la Chine. Parce que les lois, le cadre organique, les structures et les différentes autres institutions l'empêcheront de matérialiser ses envies, ses préférences et ses émotions. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de là qu'il s'agit. Vous êtes député national, et justement, on voulait un peu parler, dans les 10 minutes qui nous restent, l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, cette Assemblée nationale reflète ce temple de la démocratie toujours prônée? Parce que les autres députés accusent le président Bosso de ne plus avoir cette flexibilité-là de partage de débat à tout le monde, et à d'autres qu'on interdise de passer. Bon, c'est un sentiment qui est ressenti, mais il faut aussi comprendre que dans une salle de 500 députés, tout le monde ne peut pas parler pendant la même session. Tout le monde ne peut pas parler pendant la même séance ou pendant la même plénière. Maintenant, moi, ce que j'observe, c'est que tout le monde s'exprime. J'entends les camarades, les collègues de l'opposition s'exprimer. Ce qui est contraire, on dit qu'il est trop exigeant quand il s'agit de quelqu'un de... Bon, écoutez, permettez-moi de m'abstenir de critiquer un membre du bureau, président fût-il, mais je sais que la police des débats n'est pas facile, parce qu'il y a une certaine animosité, il y a une grosse tension aussi dans la salle, et à un moment donné, en tant que président, lorsqu'il sent que la tension est très forte, il doit essayer à sa manière de réguler, de calmer. Et donc je crois que c'est dans ce travail-là qu'il est peut-être mal jugé ou mal apprécié. Et ça, je peux le comprendre. Nous sommes des parlementaires, nous savons tous comment ça se passe. Alors, vous êtes parlementaire, est-ce que quand vous voyez vos collègues se donner à de bavures, à des insultes, à travers même cette population qui vous a élu, qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais vous savez, dans le monde entier, tous les parlements, même aux États-Unis, se battent. Les gens se battent. Là c'est entre vous, mais quand ça sort en dehors, on voit un député national, un honorable élu par la population, insulter même cette population. Bon, c'est maladroit. Je vais dire ça comme cela. Nous faisons insulter tous les jours, parce que nous avons incarné des espoirs. Et peut-être qu'on a surestimé nos capacités, on a surestimé notre travail. Et à un moment donné, il y a la déchéance. Donc il y a des formes de déception qui se créent un peu partout où nous sommes passés pour nous faire élire. On essaie de gérer cela parce que c'est cela aussi le pouvoir. Mais si vous m'apportez les preuves qu'il y a un collègue qui a insulté la population, je dirais que c'est désolant. Il doit présenter ses excuses. C'est des choses que nous ne devons pas faire. Vous l'avez vécu. Il a été même, cette question a été abordée même à l'Assemblée nationale. De qui s'agit-il? Daniel Safou. Il a insulté la population. Justement, vous n'avez pas suivi. Non, je n'ai pas suivi ce chapitre-là. La vidéo qui était qui circulait. Il a insulté un individu. Oui, un individu. Oui, mais même le président français avait insulté président de la République. Il a insulté un Français en le traitant de pauvre con. Nous restons des humains. Je n'aimerais pas ici défendre mon collègue Daniel Safou, mais j'aimerais ressortir la dimension humaine. Moi, ça m'est arrivé de m'énerver aussi. Alors, peut-être que je n'ai pas insulté en public, mais peut-être qu'en mon fort intérieur, je me suis mis à insulter la personne sans que la personne sache que je l'insulte. Ah oui. Nous sommes des humains. Et des fois, surtout lorsqu'on est à Kinshasa, les Kinois, c'est vraiment des personnes spéciales aussi. Donc, lorsqu'elles veulent vous faire craquer, elles vous feront craquer. C'est par des insultes, c'est par des propos discourtois. Et s'il a perdu son sang-froid et qu'il a insulté, c'est dommage. Il devait avoir la maîtrise de soi. Mais d'autre part, il faut que nos électeurs, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, comprennent que nous sommes des humains. Moi, si je dois vous dire combien de fois je me suis fait insulter sur les réseaux sociaux, il y a même des vidéos à l'époque du dossier avec le confrère Kabound, pour lequel j'ai une pensée pieuse. Non, je me suis fait insulter, on a insulté mes parents. En fait, c'est aussi ça la culture quinoise. Les Quinois, on l'insulte facile. Si vous allez sur mon compte Facebook, vous allez voir, quand je poste une photo d'une activité, il y a des gens qui arrivent, qui vous insultent copieusement. Gratuitement. Gratuitement, pour rien.
qui ne vous connaissent même pas. Mais bon, lorsqu'on est une personnalité publique, il faut gérer. Regardez aux États-Unis comment les gens insultent Trump, comment on insulte Obama. Ça fait partie de notre quotidien parce que vous êtes ici dans la société et vous avez des responsabilités et autour de vous sont cristallisées des attentes. Et normalement, c'est tout à fait prévisible que les attentes qui n'ont pas rencontrer des satisfactions épiloguent sur des insultes, des colibés à votre endroit et vous devez gérer ça. Ça fait partie de votre vie en tant que politique. On peut dire aujourd'hui le parlementaire du premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi peuvent se dire aujourd'hui fiers de leur travail. Oh, je ne vais pas nous jeter des fleurs, autant je ne vais pas nous critiquer collectivement. Ce serait prétentieux d'être fier de notre travail parce que la situation du pays ne répond pas aux attentes. La situation est difficile, nous n'en sommes pas responsables, ni nous, ni le président de la République, mais il y a des ennemis de la République qui nous rendent la vie vraiment difficile. Et donc, dans un contexte pareil, je ne vais pas m'avancer sur... je ne vais pas nous jeter des fleurs. Je veux dire que c'est une situation difficile. Nous faisons ce que nous pouvons, pas seulement à l'hémicycle en termes de législation et de contrôle parlementaire, mais aussi au niveau de la population. Nous avons des actions sociales et nous essayons en tant que, malgré la situation difficile, d'assister au mieux que nous pouvons nos compatriotes. Donc voilà, ce qui est fait, mais il n'y a aucune raison ici de s'enorgueillir. De s'enorgueillir, justement, on pourrait un mot sur ça. Je pense que vous avez passé un bon temps en Europe. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé entre les combattants, dernièrement, c'est bien notre confrère Christian Bossimbe qui a été menacé. Qu'est-ce qui motive ce combattant ici? Il s'appelle combattant. Qu'est-ce qui leur motive à passer à des tels genres d'actes? Parce qu'ils l'ont fait avec Kingwa Ndondo à son époque, avec Kalev Mouton. Bon, moi je les invite, moi je les invite à venir s'enrôler dans les FARDC et s'ils aiment vraiment ce pays, de venir et d'aller au front, aller se battre. Je trouve que ce sont des actes irresponsables. Moi, je suis en Europe tout le temps. Je suis résident européen aussi. Donc, vous savez, la vie en Europe est difficile. Après, je peux comprendre derrière l'écran, au travers de ceux qu'ils entendent des voix dans les réseaux sociaux, qu'ils soient révoltés au point de prendre pour cible les autorités du pays considérées comme traîtres et aller jusqu'à molester ou agresser les chefs de corps, comme avec mon jeune frère Bossembe, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, à qui j'ai adressé aussi des messages de compassion. Autant pour le doyen Kingwa Ndondo, chez Okitundu. Ce sont des choses, des actes improductifs, généralement commis par des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici, parce qu'ils n'ont même pas le courage de revenir. J'ai participé à ce mouvement de combattants. Ah oui. Et je suis parmi les initiateurs de ce mouvement de combattants, avec Obin Kikonka. Est-ce que ça a changé à votre époque? Oui, ça a changé parce qu'aujourd'hui, c'est comme un effet de mode. C'est-à-dire que les gens n'apportent pas la pierre à l'édifice, n'apportent pas de l'intelligence à la solution des problèmes du Congo. Ils n'apportent que de la violence. Et vous avez remarqué que dans la vidéo de Bossembe, ils se sont mis à filmer. Ils prennent du plaisir à montrer qu'ils ont été assez violents, mais ils ne résolvent aucun problème. Les problèmes sont ici au Congo. Et s'ils veulent participer de quelconque manière, et je l'avais dit aux combattants à l'époque, quand je quittais le groupe, je leur ai dit, écoutez les amis, on a fait ce que nous pouvions ici, mais moi je vais aller me battre au Congo. Et donc la plupart d'entre eux sont restés là-bas. Je suis venu me battre avec les moyens légaux, donc j'ai commencé avec l'opposition. J'ai fait l'opposition quand même pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis député national, donc j'ai une lecture qui est tout à fait différente parce que je parle peu la réalité, je la connais un peu mieux que lorsque j'étais à l'étranger, et je peux leur dire ici que ce pays est difficile, extrêmement difficile, et qu'il n'est pas productif aujourd'hui de s'attaquer physiquement à des compatriotes. Alors, vous étiez aussi, une question, qu'est-ce qui vous motive? Ce sont des sentiments personnels. Il y a la colère. Ou bien il y a la colère. Il y a certains de politiciens, voire même au niveau du pays. Non, nous, lorsqu'on a commencé, à l'époque, il y avait Louis Michel, commissaire européen, c'était en 2006, c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec l'histoire des combattants, avec Obin Kikonka, avec... C'était autour d'un salon qui est au Mahamatongé, c'est un salon de coiffure. C'est là qu'on avait commencé. Non, l'idée, c'était de dire, à l'époque,
les gens pensaient que Kabila était un Rwandais, que tout ce qui arrivait dans ce pays, c'était parce qu'on était dirigé par le Rwanda et ainsi de suite. Et la genèse de ce mouvement-là, c'était une genèse anti-rwandaise, on va dire ça comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui se passait au Congo, tous ceux qui avaient accepté de venir travailler avec Kabila dans le cadre du 1+4 étaient considérés comme des traîtres. Ah oui. Et puis ce mouvement s'est étendu à Londres, en Allemagne, et pour toute la durée du mandat du président Kabila, vous aviez vu que même les conseillers, il n'y en avait pas, et tout ce que vous voulez, parce qu'on se disait que à la tête du pays, il y avait un Rwandais qui dirigeait le pays. Après, lorsque Kabila est parti, je crois qu'il y a le président Tshisekedi qui est arrivé, qui est venu dans des conditions que, entre guillemets, la diaspora n'a pas appréciées. Une partie a accepté le président Tshisekedi, une grande partie d'ailleurs, et il y a une partie résiduelle qui est restée avec les bouquets de choux et tout ça sur la nostalgie de dire que le pays est occupé et que voilà, il faut faire quelque chose. Mais quand vous remarquez le quotidien de ces personnes, moi je suis en Belgique tout le temps, en France, c'est un quotidien qui n'a rien à voir avec un souci qu'ils ont pour le Congo. Ils ne sont dans aucune organisation caritative, ils ne font rien pour leur pays, et la seule contribution qu'ils ont, c'est des exhibitions de violence en tapant X ou Y personnes au motif on les appelle de revenir, hein, comme vous aussi. De s'enrôler dans les FARDC ou de venir faire. De FARDC ou bien de partis politiques. C'est la meilleure des choses à faire. Accéder. Merci beaucoup, Jean-Jacques Mamba, député national élu de Lukunga. Merci d'accepter notre invitation. C'était un plaisir. Ok, vous étiez nombreux à nous regarder de partout dans le monde. Je vous dis merci. On se retrouve dans un autre numéro de Cartes sur table. Merci et restez branchés à la continuité de nos programmes.